Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La Renaissance de Berkane, sacrée championne de la Coupe du Trône pour la deuxième année consécutive au terme d'une finale très disputée. Une troisième couronne précieuse au palmarès de l'équipe Berkani qui fait le bonheur des milliers de supporters, des passionnés qui ont investi les rues jusqu'à très tard dans la nuit pour célébrer ce sacre. Capitale marocaine du vélo, Marrakech offre aux amoureux du vélo des pistes cyclables bien balisées et même des promenades insolites autour de la ville. Une belle manière de se perdre dans les dédales de la ville ocre et de découvrir ces trésors insoupçonnés. La pratique est aussi amie de l'environnement. La société civile s'active pour maximiser les adeptes de la petite reine. Plein feu sur la corniche de Mediark qui retrouve cet été, après 3 ans d'absence, l'incontournable Festival des plages. Ouverture hier en apothéose de la 19e édition, dont le programme s'annonce riche et varié. Shabi, hip-hop, oriental, tous les goûts sont servis. Hier, c'était le rail à l'honneur, les moments forts à suivre en fin de journal. Bonsoir. D'abord, ce grand événement footballistique, la finale de la Coupe du Trône, la Renaissance de Berkane face au Raja de Casablanca. Après un match très serré qui a tenu en haleine pendant longtemps les deux grandes équipes finalistes, l'équipe Berkani a arraché la victoire. Il s'agit du 3e sacre pour les Berkani après 2018 et 2021 aussi. Et c'est la 2e couronne consécutive pour la Renaissance de Berkane. Au début, les deux protagonistes n'ont pas pu se départager. Au terme du temps réglementaire, l'unique réalisation de la rencontre a été signée plus tard. Issoufou Dayaou à la 150e minute sur un penalty. Une brillante distinction qui a plongé la ville de Berkane dans une ambiance de joie et de fête, célébrant une équipe vaillante et combative qui a tenu tête au grand Raja de Casablanca et en réussissant à prendre le dessus et à s'imposer. Et félicitations à notre champion Sofiane El Barkali qui a remporté ce dimanche le 3000 mètres steeple du Métin de Silésie en Pologne, comptant pour la Diamond League. El Barkali s'est imposé en 8 minutes 3 secondes, battant le record du Métin. Il a devancé 2 Kenyans. El Barkali avait déjà remporté le 3000 steeple du Métin de Stockholm et du Métin international Mohamed VI à Rabat, comptant également pour la Diamond League. Félicitations encore une fois à notre champion. Après une remarquable participation aux Jeux panarabes en Algérie, nos champions sont de retour à la mère patrie. L'équipe nationale de cyclisme et celle du karaté et les délégations qui les ont accompagnés pendant cette prestigieuse compétition arabe ont été chaleureusement accueillis après avoir ramené plutôt une belle moisson de médailles, 2 médailles d'or et une d'argent pour le cyclisme et 10 médailles, tenez-vous bien, pour nos karatékas. Félicitations à nos jeunes champions qui ont honoré les couleurs nationales. Et pour le décryptage des faits marquants de la semaine, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui le politologue et professeur Moustapha Shemi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Les grandes lignes d'abord du PLF 2024 qui commence à se préciser après la présentation du cadre général. Qu'est-ce qu'on peut en retenir principalement, professeur Shemi ? La période estivale qui commence n'empêche pas la prise en compte des dossiers sérieux, en l'occurrence donc la situation économique et les prévisions de la loi de finances pour 2024. Le projet a été présenté par la ministre de l'économie et des finances, Madame Nadia Ftalaoui, et il y a un certain nombre d'indications intéressantes. Lesquelles? D'abord, il est prévu un taux de croissance de 3,7%. C'est modeste. 2023, c'était 3,2, 3,3, donc nous en sommes encore dans ce palier. Il est également retenu une inflation autour de 2%, et sur la base d'un certain nombre de paramètres et d'indicateurs. Le premier, c'est un baril pétrole autour de $84 la tonne,
Le deuxième, c'est un gaz butane de l'ordre de 700 $ par tonne. Il faut y ajouter une prévision de campagne céréalière de 75 millions de quintaux, évidemment, puis un taux de change de dirham de 9,8 pour ce qui est du dollar et 10,86 pour ce qui est de l'euro. Ce qui est retenu aussi, l'hypothèse, c'est qu'il y aura une stabilité économique relative sur le plan international, avec peut-être des mutations, des changements qui ne sont pas programmables, mais le gouvernement prévoit l'augmentation des recettes fiscales, en tout cas de 5%. À noter aussi la maîtrise des postes budgétaires créés par la loi de finances. La règle se décline sur deux plans. Premier point, une réaffectation des ressources humaines existantes, donc à travers les territoires, les régions, etc. Donc une revue corrigée de l'état de personnel. Et puis le fait qu'il y aura moins de recrutement. Il est prévu simplement la création d'un poste budgétaire pour 5 départs à la retraite. En conclusion, c'est utile de travailler évidemment sur des prévisions, mais il faut rappeler que ce sont des prévisions qui reposent sur des paramètres non maîtrisables que j'ai évoqués. Mais donc il y a une procédure qui va suivre avec un avant-projet soumis au Conseil de gouvernement, des arbitrages et enfin, le moment venu, au mois d'octobre, la présentation des grandes orientations de la loi de finances en Conseil des ministres présentée par Sa Majesté le Roi. La loi de finances qui est actuellement appliquée, professeur Shemi, c'est de 2023 en tout cas, quand elle était en pleine préparation, on l'annonçait à vocation plutôt sociale. Est-ce que ça se poursuit, cette vocation sociale, à la lumière de tous les défis que vous venez d'annoncer, l'inflation, le changement des cours pétroliers? Est-ce qu'on est toujours vers cette tendance purement sociale? Oui, ça fait partie des priorités. C'est-à-dire que l'une des priorités du gouvernement, sinon la priorité, évidemment, c'est la poursuite de la politique sociale avec l'implémentation des dispositions arrêtées pour ce qui est des allocations familiales, d'indemnités de perte pour emploi et de l'élargissement donc de la couverture sociale. Ça, c'est un axe stratégique qui enjambe la loi de finances 2024 et toutes les lois de finances qui vont venir probablement jusqu'à la fin de la décennie. Très bien, professeur Shemi. Intéressons-nous à présent à l'accord de pêche Maroc-Union européenne. Et je reprends cette phrase clé qui ressort principalement du communiqué conjoint de la commission mixte de suivi qui s'est tenu il y a 3 jours dans la capitale belge. Alors je cite, l'accord de pêche Maroc-Union européenne demeure en vigueur et se déploiera pour approfondir le partenariat bilatéral sur des volets essentiels. Comment concrètement cela pourrait se traduire et autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il y a 2 choses à préciser. La première, c'est qu'il y a un accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. C'est un accord mais qui définit un certain nombre de principes. Deuxième chose à mettre en relief, en application de cet accord de pêche, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé donc en 2019 et qui est entré en vigueur le 18 juillet 2019 pour une durée de 4 ans et qui a expiré le 17 juillet donc de cette semaine. Le bilan qui a été fait de ces 4 ans a été jugé par le ministre des Affaires étrangères Hassan Bourita comme satisfaisant. Et donc, il y a eu une évaluation, un certain nombre de choses qui ont été faites sur ce plan-là. Mais c'est la fin d'un accord. Nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière. Il y a un cadre général qui est l'accord de coopération, donc en matière de pêche entre l'Union européenne et le Royaume. Mais pour l'heure, il n'y a plus l'application, si je puis dire, de cet accord, puisque l'accord a fini donc, sa durée le 17 juillet. Nous sommes dans une situation particulière. Pourquoi? Parce qu'il faudra bien maintenant que l'Union européenne définisse sa position quant à cet accord de pêche et à un éventuel protocole pour les années à venir. Sur ce plan-là, la position du Maroc est claire. Le Maroc considère que cet accord de 2019 est un accord de première génération. C'est-à-dire on donnait un droit de pêche, il y avait une indemnité et puis c'est tout. Le Maroc considère qu'il faut des accords, si je puis dire, de deuxième génération. C'est à l'Union européenne à faire des propositions. Et le Maroc... Qui puisse élargir peut-être les domaines de coopération. Oui, tout à fait. Et puis le Maroc s'est préparé, il avait programmé l'expiration de cet accord 2019 et s'est préparé comment? Suivant plusieurs axes. Un,
une mobilisation de la politique donc, dans le cadre du programme Halieutis. Ensuite, la possibilité d'avoir, il a des clients, le Maroc a notamment des clients avec des accords, la Russie et le Japon, mais il a aussi des clients potentiels qui sont au Brésil, qui sont en Argentine, qui sont d'autres pays, etc. Donc le Maroc est à une position tout à fait confortable, disons, nous avons une ressource, il faut la préserver, donc nécessité d'un développement durable, d'un repos biologique, mais nous avons des possibilités pour valoriser cette ressource halieutique avec un certain nombre d'accords possibles avec les uns et les autres. J'ajoute que cet accord donner une aide de 208 millions de dollars à 135 bateaux, dont 90 étaient espagnols, c'est modeste. 4 ans, 208 millions de dollars, c'est modeste, d'autant que les activités de pêche rapportent, pour l'année 2022, 2,5 milliards de dollars, c'est-à-dire 24,5 milliards de dirhams. Donc tout ça, il doit être remis sur la table avec une nouvelle vision qui est celle d'un modèle de développement dans le secteur de la pêche. Un modèle de développement durable avec la préservation de l'économie, promotion de l'économie bleue et élargissement des partenariats, autres partenaires que les pays traditionnels. Partenaire traditionnel du Maroc. Focus à présent sur la 3e réunion ministérielle du processus des États atlantiques, africains atlantiques, qui s'est tenue cette semaine à Rabat, qui a été marquée par la déclaration de Rabat, une réunion consacrée à la prise de conscience des défis qui s'imposent. Quelles sont les priorités ? Il faut rappeler que c'est la 3e réunion ministérielle de ce qu'on appelle le processus des États africains atlantiques. Ça s'est tenu à Rabat. Donc il y a tous les pays de la façade atlantique. Pays africains, riverains de l'Atlantique. Pays africains, riverains, etc. C'est important, c'est-à-dire jusqu'au sud. Premier élément. Deuxième élément, le Maroc est un pays méditerranéen évidemment, mais est un pays aussi à vocation atlantique. La côte atlantique marocaine fait 3000 km. Double richesse aussi géopolitique et géographique. Sur ce plan-là, donc le Maroc a des propositions qui ont été adoptées d'ailleurs dans la déclaration de Rabat. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué un certain nombre de points. Un, qu'il n'y avait pas opposition entre les pays atlantiques et l'Union africaine. Deuxième élément, il y a nécessité d'un partenariat flexible, progressif et solidaire. Il y a également des intérêts communs qu'il faut faire prévaloir. C'est des intérêts communs qui sont communs aux pays de la façade atlantique, mais également pays qui sont également communs à l'Afrique, avec des opportunités. Quelles opportunités? La priorité à donner à l'économie bleue, à l'énergie, à la connectivité maritime, c'est-à-dire la chaîne des ports. Et puis c'est un modèle de coopération sud-sud. Il a eu une autre formule intéressante que je vous rappelle. Il a dit l'Europe s'est faite avec des petits pas. Nous comptons faire l'Afrique et l'Afrique atlantique avec des grands pas. Et c'est important donc que cette initiative-là, de la diplomatie marocaine, sur ce plan-là. Et que cela se passe à Rabat aussi, c'est un message très fort. Mais ça, c'est la visibilité de la diplomatie marocaine qui se déploie sur plusieurs périmètres. Et c'est important. Je note au passage, il y a eu la visite du ministre angolais des Affaires étrangères qui était là avec une convention de partenariat, etc. C'est l'Angola, c'est intéressant à relever. Très bien. Merci beaucoup, professeur Shemi, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Cap à présent sur Marrakech. Qui dit Marrakech dit ville cyclable. La société civile redouble d'efforts pour encourager les Marrakechis à recourir au vélo comme moyen de mobilité urbaine. Une pratique amie de l'environnement qui présente plusieurs avantages sur le plan économique et sanitaire aussi. Amina Allam, Mohamed Hassan Meskour et Marie Menissi pour le commentaire. Pour se faufiler dans les ruelles étroites de la Médina et découvrir ses coins cachés, cette touriste a opté pour le vélo qu'il a loué pour la demi-journée. Ici, un vaste parc de vélos de ville est mis à disposition. Plus qu'un service de location, cette association propose une panoplie d'actions pour remettre en place cette mobilité douce dans les rues de Marrakech. احنا البيكالا
Nous menons de multiples actions de sensibilisation à l'importance de privilégier le vélo aux autres véhicules thermiques. La moto envahit la chaussée. Des cours de cyclisme sont prodigués au profit des enfants et des adultes, femmes et hommes. L'idée est d'accompagner un changement de comportement chez les Marrakchi en réintégrant le vélo dans leurs déplacements quotidiens. Pédaler, une pratique qui se perd au milieu du trafic à 2 roues motorisées de la cité Ocre. Ce moyen de locomotion conserve pourtant sa cote chez la population Marrakchi. J'ai 84 ans, mon vélo ne me quitte jamais, je m'en sers pour aller au jardin, à la mosquée, ça m'évite les embouteillages, en plus ça permet un stationnement facile. Je fais 70 km de trajet quotidien en aller-retour, rouler à vélo est beaucoup moins coûteux, c'est même dérisoire comparé aux frais d'une voiture. Bon pour le porte-monnaie, mais pas que. La petite reine n'en finit pas de compter de nouveaux adeptes. Plusieurs en font même un allié pour se maintenir en forme au quotidien. Un jour, j'avais emprunté le vélo à mon père pour aller au boulot. Et depuis, je n'arrive plus à m'en séparer. J'ai vite senti la différence sur mon bien-être physique. Bon pour la santé et pour la planète, le cyclisme offre une mobilité abordable et propre. Une pratique qui séduit 2 Marocains sur 4, mais peine encore à faire des émules dans l'absence d'infrastructures routières adaptées. Direction la perle de l'Atlantique, Safi, où 3 plages affichent fièrement cet été encore le prestigieux label Pavillon Bleu. Propreté, sécurité et des activités sportives répondant à tous les goûts, des qualités exceptionnelles qui lui ont valu ce label, cet écolabel en fait attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Maria Aoued. Il flotte dans l'air comme un trophée pleinement mérité. Le drapeau labellisé Pavillon Bleu orne désormais 3 plages de la ville de Safi pour la 13e année consécutive. Des plages de sable fin propre, structurées, où la baignade est surveillée, où il fait bon prendre le temps de se détendre au fil de l'eau. Aujourd'hui est un grand jour. Nous avons hissé une fois encore le pavillon bleu dans les plages de notre région. Cette distinction vient récompenser tous les efforts déployés par les autorités compétentes et cela fait chaud au cœur. Sur l'une des plages de Safi, les estivants pourront profiter entre autres d'un espace interactif, de bibliothèque éphémère et une aire de jeu grandeur nature. Un espace de loisirs gratuit, ouvert à tous, qui fait l'unanimité. La plage est absolument magnifique, le sable est propre, il y a beaucoup de choses à faire sur place, tout est parfaitement organisé. Ici, tout est parfait. Je passe d'excellentes vacances avec mes petits camarades. La plage est superbe et il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Une haute distinction qui participe à ancrer la réputation de la ville côtière comme étant une plage définitivement propre, écologique et soucieuse de l'environnement. C'était des images signées Abdelghani Tahraoui. Autre belle plage où il fait bon se baigner, celle de Mediaq. Les estivants peuvent même y savourer de très beaux concerts nocturnes avec le retour tant attendu du Festival des plages, et cela après 3 ans d'absence. La première soirée artistique a eu lieu hier soir, avec la participation notamment de Samirai et de Cheb Nabil. Cette 19e édition connaît la participation de plus de 200 artistes hip-hop, rap, fusion et shabi. Tous les goûts seront servis. Abdelali Gnouni, Fna Shakir Alaoui et Zakaria Mouqimbillah. Cela faisait 3 ans que la corniche de Mediaq n'avait pas connu autant de monde et d'animation. Pour son grand retour, le Festival des plages a su drainer un très large public. Une soirée 100% rail et un public enthousiaste. Certains sont venus de loin pour voir leur artiste préféré. Je réside à Bni Mellal. Je suis venu particulièrement pour le spectacle de Samirai, un artiste que j'apprécie beaucoup. Le Festival des plages nous a beaucoup manqué. Il était temps qu'il revienne pour animer nos soirées.
Nous sommes heureux d'assister à ce festival et de rencontrer des visiteurs. L'ambiance est géniale. Avec sa voix chaude, Cheb Nabil a enchanté les festivaliers grâce à son interprétation des tubes les plus connus du rail. L'artiste Samirai a enchaîné avec ses titres les plus connus. Chanteur, auteur, compositeur et interprète, cet artiste originaire de l'Oriental a renoué avec ses fans. Des chansons traitent de sujets sociaux qui touchent le plus grand nombre. J'ai pris l'habitude de jouer à l'ouverture du Festival des plages. Cette année, j'ai aussi pris en charge de réaliser le spot musical du festival, avec paroles, composition et interprétation. Jusqu'au 21 courant, les villes de Medirt, Al-Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et Nador accueillent des spectacles hauts en couleurs. Hip-hop, rap, fusion, chansons marocaines et orientales, rail et nouvelles scènes vous attendent pour égayer vos soirées estivales. Une forte vague de chaleur de niveau de vigilance orange déferle depuis hier sur plusieurs provinces du royaume, avec des températures dépassant parfois les 47 degrés. Cela concerne notamment Tata, Zagora, Smara, Oujda, Gersif, Boulmen, Taourirt, Taza, Fqih Ben Saleh, Bni Mellal, Khnefra, Ouazen, Sidi Qassem, Marrakech et Taroudan. N'oubliez pas de prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques d'insolation et de déshydratation. Buvez beaucoup d'eau et couvrez-vous surtout bien la tête. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.